Bonjour à toutes et tous, je vous propose de commencer ce nouveau Labo des métiers. Donc le Labo des métiers, c'est un format qui est proposé par l'ENSIB et qui se propose de présenter le retour d'expérience de professionnels autour d'un sujet qui impacte l'évolution des métiers en bibliothèque. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au télétravail en bibliothèque territoriale. Quels sont les leviers pour sa mise en place? Quel impact cette organisation du travail a sur le travail, sur le collectif, sur les compétences? Autant donc de questions que nous allons aborder avec donc à travers deux retours d'expérience. Celui donc d'Elisa Dersoir, qui est directrice du service de lecture publique du Pays Loudunais dans le département de la Vienne, et Cornelia Schulz, qui est responsable des territoires de lecture publique sur Clermont Métropole. Avant de leur laisser la parole, je vous propose brièvement de vous présenter les résultats d'une enquête qui avait donc été conduite par la commission métiers et compétences de l'ADBU, donc l'association des directeurs de bibliothèques des bibliothèques universitaires, donc menée en janvier 2022 et qui portait sur la façon dont le télétravail réglementé, hors contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire, se déployait dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Donc, ce qu'il ressortait de cette enquête, c'était donc que le télétravail était un phénomène très largement implanté dans l'immense majorité des bibliothèques qui répondaient à l'enquête. Il en ressortait également qu'on avait des modalités de télétravail qui étaient donc un peu plus restrictives au niveau des services documentaires qu'au niveau de l'établissement dans lequel ces SCD s'inscrivent, notamment pour des problématiques d'organisation du service public. Et on notait également des différences notables dans l'accès au télétravail, selon les catégories de personnel et selon les missions, les activités exercées. Et donc, en conclusion, la commission métiers compétences notait qu'on était vraiment au début d'une tendance lourde avec une réalité très évolutive. Donc voilà, ça c'était juste pour brosser le tableau des bibliothèques de l'enseignement supérieur. Euh, donc la question aujourd'hui, c'est qu'en est-il au niveau des bibliothèques territoriales? Voilà, donc je vous laisse la parole, Elisa et Cornelia, et je vais vous partager vos supports de présentation pour une présentation rapide de vos réseaux respectifs. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Elisa Dersoir, je dirige, comme disait Mathilde, le service intercommunal de lecture publique du Pays Loudunais. C'est un service assez récent puisque la médiathèque que je dirige encore actuellement, elle est passée à l'intercommunalité il y a un an et demi à peine. Donc, on est sur un territoire extrêmement rural, hein, comme vous voyez sur le diapo. Un territoire rural est vaste, c'est-à-dire que c'est 12% de la superficie du département, mais seulement 5% du nombre d'habitants. Ça reste quand même une grosse superficie, puis quand même 25 000 habitants à desservir, mais un éparpillement communal assez important. Souvent, je compare notre territoire avec les mêmes problèmes, qui a les mêmes problématiques que les territoires de montagne, c'est-à-dire un très très grand éparpillement et la question de la mobilité est très compliquée et l'accès aux services aussi très compliqué. En plus, avec une centralité sur la ville de Loudun qui est assez forte. La lecture publique dans ce bassin rural, dans ce pays loudunais en 2024. Donc, il y a eu l'adoption d'un schéma de développement de la lecture publique au 1er juillet 2023. C'est ce qui a suivi en fait le transfert de la médiathèque. On est une seule médiathèque professionnelle à ce jour. Donc, il y a 1800 abonnés, 600 mètres carrés. Vous voyez les chiffres sur le slide. 25h30 d'ouverture. On fonctionne plutôt bien. C'est une activité assez forte pour nous et autour une dizaine de bibliothèques et points lecture communaux en cours d'intégration. Alors, on est vraiment sur le début d'une aventure chez nous intercommunale, hein, puisque elles sont uniquement gérées par des bénévoles ou ce que j'appelle salariés non qualifiés, sans être péjoratif. C'est voilà, hein, des temps de secrétaire de mairie qui sont partagés entre un temps mairie ou un temps médiathèque ou un temps agenceuse postale et médiathèque, enfin bibliothèque, voilà. Et puis, il y avait un ETP de coordination de réseau, ce qui est toujours actuellement. Donc, on est en tout 9 ETP répartis dans le service comme suit. Donc, le développement que j'ai mis sur la diapo. Moi, je gère le service en catégorie A. J'ai 4 catégories B. Alors, ça, c'est très récent, hein. C'était vraiment, c'est de cette année.
avec une adjointe pour la médiathèque, pour pouvoir me remplacer si besoin, pour la gestion quotidienne de cet établissement. Et puis deux coordinatrices d'action culturelle et une coordinatrice pardon, vraiment réseau qui, elle, fait vraiment le travail d'intégration des bibliothèques, c'est-à-dire on en est à l'informatisation. Hein. On est vraiment, quand je dis au début de l'aventure, chez nous, c'est ça. Hein. On est encore avec des bibliothèques qui ne sont pas informatisées, qui n'ont pas de budget d'achat. Donc on est au tout début de l'aventure pour elles et on les passe en médiathèque dans le cadre de l'intégration avec développement de multi-supports en plus de l'informatisation. Et puis également 4 catégories C, donc 3 référentes pour les collections et une responsable. J'ai mis de l'équipement, mais qui fait plein d'autres choses à côté, un administratif courant. Enfin voilà, c'est un poste assez. C'est presque devenu maintenant un poste de logisticienne. Voilà, avec la mise en place du réseau, on est à la fois encore avec de l'équipement, des réparations, mais de plus en plus, elle déploie des compétences sur de la logistique, puisque l'arrivée du réseau nous entraîne aussi dans d'autres projets et d'autres circulations de documents. Et là, on termine cette année, on va être avec 2 bibliothèques en plus. Donc, il y aura Loudun et 2 villages qui vont être complètement intégrés. Donc, pour nous, c'est tout nouveau, tout ça. Et c'est vrai que la logistique devient importante. Voilà pour une présentation rapide du territoire. Du coup, c'est moi qui enchaîne, je pense. Alors du coup, là, je vous présente donc le réseau de Clermont vers Métropole. En fait, le réseau va souffler ses 20 bougies l'année prochaine parce que du coup, la prise de compétence de l'intercommunalité aujourd'hui métropole date donc de 2005. Pour vous donner un petit ordre d'idée, donc on a une quinzaine de bibliothèques, plus 2 établissements spécialisés, des annexes des bibliobus. Et ce qui est peut-être bon à savoir, c'est que le réseau est organisé en bassin de lecture, on appelle ça, ou territoire de lecture. Au début, il y en avait 7, maintenant il y en a 6. Donc les 15 bibliothèques, en fait, elles sont regroupées donc, il y a 2 à 4 sites par bassin. Et donc, à chaque fois, une équipe gère plusieurs sites. Donc, il y a un responsable pour plusieurs sites et l'équipe est multisite. C'est intéressant en termes d'organisation aussi pour le télétravail. Je vous ai mis quelques chiffres un petit peu sur le nombre de passages, de documents. Peut-être vous dire que notre projet structurant en ce moment, ces années-ci, bon, pour l'ouverture en 2026, c'est donc la bibliothèque métropolitaine de l'Hôtel-Dieu. C'est notre équipement tête de réseau que nous n'avons pas pour l'instant dans le réseau. Donc voilà, là c'est le gros projet, près de 10 000 mètres carrés, plus de 80 agents. Donc voilà, c'est notre gros projet, ça nous occupe bien. Et je crois qu'on avait parlé projet, schéma de développement. Nous, on a un PCSES en fait qu'on a fait voter en 2021 et qui court encore jusqu'en 2027. Voilà, très rapidement. 160, que je l'ai dit, c'est à peu près entre 150 et 160 agents. Merci Cornelia. Hop, je départage l'écran. Alors, donc, on va commencer ce temps d'échange. De quelle façon ça s'est mis en œuvre, ce télétravail, Elisa? Comme dans beaucoup d'endroits avec le Covid. Voilà, on a été impacté, même nous, petite médiathèque rurale, impacté de la même façon. Et ça s'est assez vite, en effet, on a été confronté assez vite à des questionnements techniques. Puisque nous, dans certaines zones, j'ai une ou deux collègues qui avaient des problématiques même de zone blanche, c'est-à-dire pas assez de débit, par exemple, pour pouvoir travailler à distance. Donc ça reste problématique pour une collègue encore aujourd'hui. Donc voilà, avec l'arrivée du Covid, on a forcément réfléchi autrement l'organisation du travail et de ce qui pouvait être fait à distance. Et en fait, on a trouvé plein de choses à faire à distance, en fait, même jusqu'à l'équipement des documents. Puisqu'on a déployé au début, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose qui après a été arrêté. Mais au début, la personne qui s'occupait des collections a pu équiper chez elle à distance. On avait organisé ça pour que ce soit possible. Donc voilà, d'abord le Covid, quelques données techniques qui nous ont un petit peu impacté dès le départ, mais qu'on a résolues. Et en fait, on a réussi à assez vite trouver des solutions et c'est resté. Après le Covid, on s'est posé la question de est-ce qu'on maintenait ou pas le télétravail. On l'a maintenu parce qu'une autre donnée est arrivée assez vite, c'est le prix du coût de l'essence. Comme on est en ruralité, moi j'ai des collègues qui n'ont pas accès bien sûr au transport en commun pour venir travailler et certaines faisaient jusqu'à 90 km aller-retour tous les jours. Et j'ai encore le cas actuellement dans l'équipe, des gens qui font 100 km aller-retour. Donc forcément que le coût de l'essence, le coût de la vie fait qu'on a maintenu aussi cette question du télétravail et on l'a mieux organisé au niveau technique.
avec le prêt d'ordinateurs portables au début, puis là maintenant, avec le passage à l'interco, tous les collègues sont équipés d'ordinateurs portables, en fait, par défaut. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience aussi assez forte de la communauté de communes sur laquelle on est arrivé. Et puis après, les habitudes étant déjà là dans l'équipe, même les nouveaux arrivants, il y a un délai là au niveau de la communauté de communes de 6 mois avant de pouvoir prétendre au télétravail, mais au bout de 6 mois, tout le monde peut, nous, si c'est justifié, mais nous, dans nos postes, ça peut se justifier, ils peuvent avoir accès, elles peuvent avoir accès au télétravail. Je pense que chez nous, c'est pareil, hein, le télétravail, en fait, il n'existait pas vraiment dans nos bibliothèques. Et puis, même à l'échelle de la collectivité, était vraiment, on va dire, marginal avant le Covid. Et puis, c'est à la sortie des confinements que les choses se sont mises en place, qu'il y a un guide du télétravail qui a été mis en place. Aujourd'hui, en fait, il existe deux possibilités pour les agents de la métropole, soit le télétravail régulier, donc sur des jours fixes, un jour fixe par semaine, soit un quota de 30 jours de télétravail qu'on dit flottant, donc ponctuel en fait, qui est sur l'année, 30 jours fractionnables en demi-journée. Donc ça vaut pour tout le monde. Par contre, dans les bibliothèques, en fait, le télétravail régulier, il est vraiment réservé à quelques cadres réseau et de direction, parce qu'autrement, c'était trop compliqué à organiser. Donc, la plupart des collègues qui ont un accord de télétravail ont cette possibilité du quota de 30 jours par an, en sachant que la pause de ces jours flottants est toujours soumise à validation au fil de l'eau. Donc, en fait, chaque demande doit être validée une par le responsable hiérarchique. Voilà. Donc, en fait, on a établi en amont, avec la direction du réseau, le cadre de comment on voulait organiser les choses dans les bassins. Et puis ensuite, les validations appartiennent à chacun des supérieurs hiérarchiques, en fait, en fonction de ce qui est télétravaillable. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre de tâches, effectivement, qui reviennent très régulièrement pour le télétravail. Alors, nous, on a exclu l'équipement, mais c'est un peu particulier parce qu'en plus, l'essentiel de l'équipement chez nous est assuré par un chantier d'insertion. Donc, on est plutôt sur des missions administratives, en lien avec le planning, avec la veille, avec la rédaction de comptes rendus, la préparation d'accueil, des choses comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le matériel aussi, parce qu'Elisa en a parlé. Alors nous, tous les agents ne sont pas équipés de PC portables, certains encore des fixes, enfin la majorité même. Donc après, on a un pool de PC portables en fait par équipe qui fait que le matériel il est mutualisé, puisque de toute façon c'est très ponctuel. Mais après, ben, des fois, ça peut poser effectivement problème. Si on a un qui part en télétravail et qui doit passer le PC à un collègue qui doit partir le lendemain, ça peut être possiblement un peu compliqué et ça peut être un frein. Voilà. Après, le principal frein qu'on a identifié, de toute façon, c'est vraiment les contraintes liées à la présence sur site, c'est les contraintes liées au planning de service public. Je sais pas, Elisa, si tu veux rebondir. Oui, alors nous, on a identifié une autre contrainte. Enfin, moi, ça m'est avec un agent, c'est pour ça. Donc, pour préciser, nous, il y a une journée qui est dédiée au télétravail, c'est le jeudi, puisqu'on est fermé au public. On avait que l'accueil des classes, de certaines classes. On n'accueillait pas toutes les classes le jeudi, mais une partie. Donc, en fait, on a juste réorganisé l'accueil de classe autrement. En plus, on était en réflexion pour la réorganiser, donc ça tombait bien. Et donc, mis à part ça, on a aussi la réunion de service, mais on l'a fait avec les gens à distance. Pour le coup, ça ne nous pose pas de soucis puisqu'on est une petite équipe, donc on se voit assez souvent. Il reste d'autres créneaux dans la semaine pour éventuellement refaire des réunions avec tout le monde. Je sais que ce n'est pas le cas chez toi, Cornelia. Nous, un autre frein, moi, que j'ai identifié avec une de mes collègues, collaboratrices, c'est l'autonomie dans le télétravail. Clairement, la personne que j'avais mis sur l'équipement, elle avait cette possibilité, n'a pas été en capacité d'être en autonomie en fait chez elle et de pouvoir surtout quantifier la quantité de travail à emmener chez elle. Donc très rapidement, ça a dû durer 3 à 4 mois après la fin du Covid. On est revenu en arrière pour elle et elle travaille désormais sur site. En tout cas, le poste pour le moment, il est sur site. C'est plus la même personne, mais
la personne qui l'a remplacée n'est pas en demande de télétravail. Elle le serait, on recommencerait la démarche de recalculer le nombre de livres que ça, voilà, les contraintes que ça amène chez elle. Enfin voilà. Il y a quand même aussi pour ce type de poste les questions de gestes et postures au travail. Donc il faut qu'elle ait la place chez elle, il faut qu'il y ait assez de voilà des petites choses qu'on n'avait pas anticipées. Bon, mais au-delà de ça, ce qui m'embêtait le plus et ce qui pourrait être le cas sur d'autres collègues, c'est la quantification et l'autonomie dans ce télétravail. Comme on est une petite équipe, mine de rien, si le travail n'est pas fait, mais c'est partout pareil, mais ça se voit assez vite. Donc, de toute façon, si cette matinée ou journée entière n'est pas mise à profit pour avancer, ça se voit très vite. Donc, là, c'est pas le cas sur les autres collègues. Elles sont assez autonomes. Alors, nous, en plus de la veille, on travaille beaucoup avec Office et elles lisent beaucoup les collections. Donc, elles emmènent tout ce travail de lecture aussi chez elles. Pas que chez elles, mais en tout cas, une partie du télétravail sert aussi à ça. Et c'est vrai que c'est très apprécié par les collègues d'être tranquillement à la maison pour emmener l'office et le consulter voilà, très tranquillement pendant 2 heures, 3 heures. Voilà. Ça, c'est particulier à notre travail sur les collections, mais je pense que dans d'autres endroits, c'est le cas. Moi, j'autorise en effet le fait d'emmener chez soi des offices. Voilà. Le gain pour le service est plus important que la crainte éventuellement d'un document abîmé ou juste comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est effectivement du coup le bénéfice. Je pense qu'on est assez d'accord sur ce que le télétravail peut apporter hein, aux agents et ça a été bien ciblé aussi par la collectivité au moment de la mise en place du télétravail et c'est ce qui ressort aussi des entretiens préalables au télétravail. Finalement, les collègues, pourquoi ils demandent d'avoir accès à ce télétravail-là, c'est le besoin de concentration déjà sur certaines tâches parce que beaucoup de nos équipes travaillent en open space et pour certaines tâches, on le sait bien, quand on est interrompu tous les quarts d'heure, et même pour des choses qui sont intéressantes en soi, c'est pas évident. Il y a la conciliation entre la vie pro et la vie perso. Tu l'as dit, Elisa, nous aussi, on a forcément hein, les déplacements, le coût, mais aussi le temps que passent les collègues pour venir sur place. Et c'est là qu'on retrouve aussi beaucoup de demandes de demi-journée, finalement, de télétravail, parce que souvent, c'est assez intéressant de combiner une demi-journée de télétravail avec une demi-journée de repos. Parce que ça permet de ne pas se C'est ça. déplacer pour quelques heures seulement. Donc c'est souvent sur ces créneaux-là qu'on retrouve des demandes. Et parce qu'aussi c'est des fois plus facile de justifier le travail sur une demi-journée et de ne pas se retrouver aussi en conflit avec les contraintes liées au service public sur une demi-journée que sur une journée entière. Mm. Oui, complètement. Mm, mm. Lors de nos échanges, j'avais noté, Elisa, notamment, vous disiez que le télétravail vous avait permis de regagner du temps sur un temps qui était tendu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons? Ben, ce que je disais, en fait, c'est ce que dit Cornelia, elles avancent beaucoup plus vite, en fait, sur ce temps de veille et de médiation et d'office. Donc, c'est vrai que nous, après, ça nous a permis de déployer, parce qu'on a eu, ben, comme dans toute équipe, des arrêts maladie, des autres, hein. Et c'est vrai que dès qu'on a une personne en moins qu'il faut ben, être là au service public, comme elles ont réussi à beaucoup s'avancer grâce au télétravail, moi, j'avoue que voilà, on arrive encore à concilier l'équilibre de façon assez à peu près correct, on va dire, entre le service obligatoire public, même s'il y a des grosses journées parfois, et puis le temps qu'elles ont à dédier aux collections et à l'action culturelle et à tout ce qu'elles doivent faire à côté. Donc, on avait déjà étudié, avant même la question du télétravail, pardon, la réorganisation des espaces. Donc, ça, forcément, ça a chamboulé aussi la façon dont on a réfléchi le nombre de personnes obligatoires pour ouvrir, des choses comme ça. Donc, déjà, on avait installé une optimisation, mais tout ce temps dégagé fait qu'en fait, comparativement à un gros réseau comme celui de Clermont-Ferrand, on comparait toutes les deux nos temps d'accueil. Et moi, mes agents font en moyenne 10 à 12 heures d'accueil par semaine, ce qui peut paraître peu, mais qui permet justement d'assurer quand même la continuité de service. On n'est pas trop nombreux, c'est que c'est bien, tout ça est bien, bien calé pour tout faire. Ça leur laisse quand même 2 tiers de leur temps pour faire tout le reste. Et ça nous permet de déployer beaucoup de projets, beaucoup de médiation autour des collections. Donc, l'équilibre des 10 à 12 heures, un tiers service public, et vraiment là, pour le coup, des fois, c'est un tiers, et c'est normal, plein pot, quoi, hein. Je trouve que c'est bien parce que ça leur permet de ne pas être épuisés parce que ça sollicite beaucoup quand même le public, on le sait. Donc, et en plus, voilà, le télétravail leur permet d'avoir un moment à elles où elles vont être en concentration beaucoup plus importante pour avancer sur leur collection. C'est principalement sur les collections et l'action culturelle qu'elles vont travailler, nous,
sur le télétravail. Oui, peut-être en complément, du coup, je l'ai dit un peu en préambule, mais les contraintes liées au service public sont carrément, enfin, sont très clairement un des principaux freins chez nous au recours au télétravail. Pour vous donner un ordre d'idée, on est plutôt entre 50 à 60% du temps travaillé en service public, notamment depuis une extension des horaires d'ouverture à moyen constant en 2015. Donc, c'est compliqué pour les responsables de dégager du temps pour que les agents puissent bénéficier du télétravail. Donc, on est plutôt, alors, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des chiffres fiables de notre service DRH là sur le nombre de jours de télétravail par agent, tout ça. Donc, c'est encore un peu travail en cours. Donc, malheureusement, je peux pas vous présenter le bilan complet aujourd'hui, mais on serait plutôt entre 3 et 4 jours par an de vraiment de télétravail effectif pour les agents dans les équipes. Voilà. Mm. Mm. Après, à savoir aussi que toutes nos équipes sont multisites et que du coup, en termes de planning, on se rajoute aussi une complexité voilà, qui est peut-être pas tout à fait la même Non. pour Elisa. Mm. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que le fait d'avoir discuté ensemble, de bien voir qu'en effet, entre un équipement seul, puisque pour le moment, très clairement, on est le seul équipement du territoire professionnel, comme je disais, et il n'est pas prévu à terme qu'on se déploie dans les autres médiathèques qu'on intègre. Ça n'a vraiment, en effet, ouais, c'est deux salles, deux ambiances, quoi, si j'ose dire. Et on ne peut pas offrir les mêmes possibilités, en effet, en fonction de là où on est. Moi, je sais que ça me permet aussi, par rapport à certains agents, d'avoir accès aussi à des recrutements que je n'aurais pas. On en avait discuté, parce que la distance fait qu'on n'est pas du tout un bassin d'emploi, mais alors pas du tout, nous, très très peu. Et ça me permet quand même d'accueillir des gens un peu plus loin en leur disant, écoutez, à un moment donné, on peut vous proposer du télétravail. Ça reste, ça, voilà, plus une organisation interne qui permet d'avoir un samedi sur deux. Enfin, les conditions de travail avec cette question du télétravail qu'on n'avait pas, hein, il y a encore en effet 5 6 ans, bon, ça permet des fois d'avoir accès à certaines candidatures. Tant mieux. C'est pas le cas à chaque fois, mais tant mieux. Là, j'ai en effet 2 personnes, je pense, qui vont me faire la demande d'ici quelques mois, qui sont nouvellement arrivées. Et toutes les deux, elles sont à ouais, entre 40 et 50 kilomètres d'ici. Donc, forcément, pour nous, si on ne déploie pas en plus le télétravail, c'est des gens qui risquent de partir beaucoup plus tôt que s'il y avait s'il y a cette possibilité qu'on leur offre, quoi. Enfin, j'en suis persuadée. Mm. Vous disiez, Lisa, que c'était aussi assorti d'une souplesse sur les horaires d'arrivée et horaires de départ. Oui, alors ça, la question des plannings et de la souplesse, alors, à la communauté de communes, ils sont en train de travailler là-dessus, sur tout le reste des autres services. Ils appellent ça les horaires variables. Je ne sais pas s'il y a une terminologie, moi je ne connaissais pas cette Ouais, terminologie. ça aussi. Hein, c'est ça, voilà. Donc nous, on l'a appliqué. Alors là, ça fait beaucoup plus longtemps que le Covid, hein. C'est vraiment devenu, enfin, c'est venu de l'équipe pour plein de raisons, familiales, personnelles et autres, et des questionnements dans l'équipe. Et en fait, en effet, à part le cœur du service public, les contraintes liées au service public qui sont identifiées dans la semaine, elles ont la possibilité de construire leur planning comme elles le souhaitent, et en termes d'arrivée le matin, et même en termes de pause déjeuner. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de gens qui ont de la route. Donc, en fait, avant, on avait des pauses déjeuner d'1h30. Vraiment le truc bêtement administratif, en fait. Sauf que bah, ça embêtait beaucoup de gens dans l'équipe, puisque la plupart restaient déjeuner sur place et n'avaient pas besoin d'autant de temps. Donc, on a déjà réfléchi à ça. Et le fait de réduire déjà les pauses déjeuner à 45 minutes, c'est ce qu'elle demandait, c'est le délai, enfin, la durée légale. Ça a déjà rebasculé beaucoup les plannings. Et il y a eu aussi des problématiques d'arriver le matin avec des mamans qui laissaient leurs enfants à la garderie et puis qui attendaient une demi-heure chez elles en se tournant les pouces avant d'embaucher. Et à un moment donné, elles m'ont demandé la permission d'arriver bah, aux mêmes horaires que là où leurs enfants quittaient le foyer. Et concrètement, ça ne posait pas de souci par rapport toujours à la contrainte du service public. Ces horaires étant maintenus tels quels, moi, j'ai dit, bah, OK. Donc, en fait, maintenant, tout nouvel agent qui arrive dans la collectivité connaît les contraintes de service public, une semaine avec un samedi travaillé, une semaine avec un samedi non travaillé, et a la possibilité de faire son planning. Voilà. Et je propose à la RH, après, le planning demandé, en tout cas par l'équipe. Je le valide bien sûr avant, enfin par la nouvelle agent, pardon. Et voilà. Et ça, pareil, ça amène une souplesse et une compréhension, en fait, déjà quand même des situations personnelles qui enlèvent beaucoup, beaucoup de crispation et qui amènent beaucoup de bien-être aussi au travail, quand même. Parce qu'il y a cette souplesse, très clairement. Ouais. Ouais, ouais. C'est fait en fonction aussi de leur rythme de vie. Et ça, on sent que c'est une question qui arrive là depuis quelques années, très, très importante. Enfin, je ne sais pas, Cornélia, de ton côté, mais
Moi, je vois bien là la bascule depuis quelques années où le travail, on le sait, la place du travail n'a plus du tout justement la même place dans la vie des gens. Et là, bah, il faut aussi, je pense, s'adapter un petit peu et écouter aussi ces rythmes de vie. Des fois, c'est aussi des questions de garde d'enfants séparés. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte qu'on n'avait pas encore il y a tant d'années que ça. Tout ça joue. Beaucoup. Oui, les choses se rééquilibrent un petit peu. Après, la souplesse, elle peut s'appliquer que dans la limite des contraintes Ah, mais qu'on a. Nous, complètement. sur un samedi libéré sur 4. Donc voilà, déjà, on n'est pas Mm. sur les mêmes contraintes, effectivement. Et peut-être pour compléter ce que tu disais aussi, Elisa, par rapport aux réunions d'équipe, et que toi, tu acceptais du coup le fait que certains agents sont à distance pour la réunion d'équipe. Et du coup, ça, c'est quelque chose que nous ne pratiquons pas parce que toutes nos équipes étant multisites déjà, il y en a qui se voient pas forcément beaucoup dans la semaine. Donc, le temps de regroupement, pour nous, il est important en présentiel. Donc, pour l'instant, toutes les réunions d'équipe se font de toute façon pendant les temps de présence sur site. Donc, c'est une plage de moins Mm. pour les possibilités de télétravail. J'avais aussi une question peut-être qui porte plus sur les compétences du manager. Est-ce que vous notez qu'il y a des compétences spécifiques du cadre par rapport à son équipe dans un contexte de télétravail? Alors, ça paraît bateau, c'est même pas une compétence, mais il faut savoir. Alors, enfin, je trouve que les deux vont ensemble. À la fois faire confiance, mais vraiment, voilà, faire confiance de façon très solide. Et en même temps, savoir quantifier le travail. Ce que je disais, moi, par exemple, je savais quantifier, je savais combien de temps prenait un bouquin à être équipé. Donc, j'ai pu constater assez rapidement qu'il n'y avait pas assez de documents équipés en télétravail, par exemple. Donc, c'est ça, je trouve, dans le manager, il faut bien, ou les adjoints. Alors, moi, j'ai pas plusieurs niveaux de responsabilité avec comme toi, avec des bassins de lecture, etc. Mais je pense qu'en effet, au niveau des managers, il faut bien connaître les tâches des agents pour savoir bien quantifier le temps que ça peut leur prendre, en fait. Sinon, c'est difficile, je trouve, d'évaluer qu'est-ce qu'ils emmènent, quel est le travail, comment il se fait. Voilà. Mais globalement, je trouve que ça, c'est une des compétences de base de toute façon quand même du manager de savoir correctement estimer la charge de travail Mm, qu'il peut confier à tel ou tel agent. Oui, ça change un peu les choses de ne pas avoir l'agent sous la main, mais finalement, c'est juste une autre façon de faire le même travail, à savoir savoir juger de la pertinence de ce qu'on demande et de ce qui, enfin, du résultat qui est apporté, en fait. mm, Donc ça, du coup, nous, comme tout est par demande à l'unité, chaque agent fait une demande, en fait, voilà, tel jour, je voudrais télétravailler, c'est pour faire ça, ça, ça. Et bon, donc là, on a une forme de télétravail un peu de premier niveau, hein, parce qu'on est sur une validation au cas par cas, on n'est pas sur quelque chose de permanent, où là, je pense, euh, comme Elisa le dit, il y a aussi quand même aussi de la confiance qui doit se développer un peu différemment, parce que, on ne peut pas juger forcément à la mm, liste, à la demi-journée. C'est plutôt un rendu global, du coup, qui est apprécié. mm, mm. Et puis moi, clairement, j'ai des agents qui ne veulent pas être en télétravail. Et Aussi. aussi, faut pas, enfin, c'est vrai on est dans l'idée de le mettre en place, mais il n'y a rien d'imposé. Mm. Et c'est pas pour ça que ça dévalorise aussi l'agent dans ses compétences, le fait de vouloir rester sur site, soit pour des questions. Alors, j'ai eu vraiment quelqu'un, c'est pour des questions techniques, mais en plus, vraiment, elle veut pas, ça l'intéresse pas. Elle, pour le coup, très clairement, elle m'a dit, je sais pas m'organiser seule chez moi, face à moi-même, si j'ose dire. En gros, Mm. et ça peut s'entendre. Et moi, je trouve ça très bien aussi d'être honnête par rapport à ça, plutôt que d'aller dans le télétravail à 100% et au final de ne pas être productif, quoi. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité de ne pas en faire. Ou de même être malheureux, hein, parce que le Oui, télétravail, oui, oui. quand il est subi ou quand ça se passe pas très bien, ça peut aussi être une source de souffrance pour un C'est agent. ça. Donc, il faut être vigilant Mm. à ça aussi. Mm. C'est un peu en effet une question qui est posée et ça semble être à la mode, mais en fait, ça reste, comme on disait en termes de compétences bah, du manager, c'est de savoir identifier si c'est vraiment un Mm. souhait. Des fois, il ne faut Mm. pas non plus partir bille en tête et l'imposer à tous ces catégories B parce qu'ils ont tous droit. Alors nous, par exemple, à la communauté de communes, là, ils l'imposent le vendredi
pour des questions thermiques, c'est-à-dire qu'ils vont fermer carrément la communauté de communes le vendredi pour pouvoir économiser une journée de plus de chauffage. Voilà, c'est vraiment imposé. Et là, c'est particulier aussi, je trouve, d'imposer du télétravail. C'est une autre démarche. Je suis pas sûre que ça soit si facile que ça, en fait. Donc, ils réorganisent aussi les horaires variables pour ça, pour aussi faire tenir des plannings sur 4 jours et non plus 5, pour pouvoir que les gens finissent leur semaine le jeudi. Mais du coup, les amplitudes horaires sont plus importantes sur la journée. Enfin, vous voyez, c'est des rythmes du coup plus soutenus sur une journée. Enfin, c'est particulier, ouais, aussi. Merci, je vais continuer de relever les questions. Alors, une question pour Cornelia. Dans les demandes de télétravail, est-ce que vous voyez des différences selon les équipes et est-ce que vous avez pu en identifier les causes? Alors, moi, je les vois pas toutes passer, hein, pour tout vous dire. Donc, je ne pourrais pas répondre totalement honnêtement à cette question-là sur le détail. En fait, c'est beaucoup, ça dépend beaucoup de l'organisation de chacune des équipes. En fait, elles ont pas les mêmes contraintes par rapport à leur site. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes organisations non plus, la même répartition des compétences et des missions. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. En fait, je pense que sur le télétravail, on est quand même sur quelque chose qui doit être sur mesure. On peut pas généraliser, voilà, dans tel bassin, par exemple, le travail sur les plannings, l'élaboration des plannings, le suivi des heures se fait à distance. Et puis dans tel autre, en fait, non, l'agent est sur place. Tout ça s'explique vraiment par l'organisation en interne. Donc, il y a des différences, mais elles sont justifiées par les spécificités. Est-ce que vous avez connu des couacs? Comment vous les avez traités? Et ça fait une seule question. Est-ce que vous avez procédé par expérimentation? Alors, l'expérimentation, on est plutôt parti du principe que l'expérimentation, ça a été le Covid. Donc, après, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, chaque accord de télétravail est irrévocable à tout moment. Donc, si ça se passe pas bien d'un côté ou de l'autre, on peut y mettre fin à tout moment. Donc, il n'y a pas d'obligation. Donc, en soi, c'est une expérimentation un peu permanente. Les choses évoluent aussi entre le manager et la personne qui fait le télétravail. Les choses peuvent changer. Dans la vie de l'agent, les choses peuvent changer aussi. Il n'a plus l'espace, par exemple, parce que la chambre est prise par quelqu'un d'autre, ou pour plein de raisons. Et je pense qu'il faut s'adapter à ces changements-là. Le télétravail est une variable, en fait, parmi d'autres. Donc, pour des Oui, vrais couacs, je pense, Elisa, je crois qu'on avait, il y avait une oui, bah voilà, expérience à à partager. part une collègue sur lequel vraiment j'ai imposé le retour à travailler sur site. Non, les autres, c'est plutôt un succès, si je veux dire. En tout cas, elles sont assez autonomes pour que ça se passe très bien. Euh, et en effet, l'adaptabilité, quoi. C'est ça, c'est vraiment les questions. Ouais, ce que je disais, en fait, c'est pas une obligation de télétravail. Il faut aussi que ça soit un choix de l'agent. Proposé si la collectivité le peut, mais si l'agent ne le souhaite pas, il n'y a pas. Enfin, par mon exemple de la communauté de communes qui ferme ses locaux le vendredi, euh, nous, on n'est pas dans ces configurations-là. Donc, voilà. Non, pas plus de quoi que ça, en fait. Moi, je trouve que les gens ont été assez réactifs chez nous. Mm. Une question de Noémie Baudet. En termes de cohésion d'équipe, j'ai compris que le télétravail a pu apporter un soulagement au niveau des agents, mais est-ce qu'il n'a pas été aussi sujet à des tensions du type organisation non plus d'une équipe, mais des équipes, des agents en télétravail toujours les mêmes jours, à l'inverse d'autres agents, ce qui crée une forme de distance au sein de l'équipe, quid du collectif? Ouais, Ouais, alors, on n'a pas du tout cette problématique-là parce que c'est vraiment très ponctuel encore chez nous, le télétravail finalement. Donc, il n'y a pas de problématique en termes de cohésion d'équipe. nous, le regard au début, mais c'est normal, on était au sortir du Covid, donc je pense qu'on avait aussi, il y avait, la population était très partagée entre ceux qui voulaient revenir ensemble, créer du lien, et ceux qui, eux, au contraire, voulaient reprendre de la distance, parce que, voilà, pour des questions de peur aussi, voilà, on était encore dans une zone sanitaire. Et puis, il y a vraiment la question de l'habitude. Moi, j'ai vu une question générationnelle dans mon équipe, entre vraiment des gens qui ont une cinquantaine d'années et d'autres qui ont plutôt 30-40, et c'est plutôt la génération des 30-40 qui ont demandé du télétravail et beaucoup moins la génération des 50 ans. Et de se dire, mais
au début, hein, mais vraiment c'est le temps des premières semaines où on n'a plus le collègue qui est là et il faut s'habituer. En fait, c'est juste le temps de l'habitude. Ça a duré quelques semaines. C'était pas forcément des tensions, mais de se dire ah oui, c'est vrai, elle est en télétravail. C'est-à-dire d'amener la nouveauté dans un service, mais c'est comme toute nouveauté ou tout changement. Et ben il y a un petit temps qui est plus ou moins long en fonction des agents. Mais comme ce n'était pas fondé sur quelque chose de très professionnel, en fait, même s'il y avait une critique, c'était assez facile à désamorcer en disant, bah, écoutez, oui, mais enfin, elle travaille, même si elle n'est pas là. Et ah oui, bon voilà, c'est des habitudes mentales, des schémas mentaux, moi, d'anciens cadres professionnels qui ont juste eu besoin d'un peu de temps pour bouger. Mais alors maintenant, le fait d'avoir la collègue à distance, et encore, on vient juste seulement d'être équipé en visioconférence, donc avant, elle ne voyait même pas les collègues, c'est moi seulement qui avais, à partir de mon ordi, le visage des collègues qui étaient à distance. On avait juste le son avec une enceinte, donc voilà, on était quand même dans des conditions visioconférence qui n'étaient pas forcément optimum. C'est pas grave, ça n'a pas du tout remis en cause la cohésion d'équipe du moment que l'habitude a été prise, en fait. Et maintenant, ça ne se pose plus du tout de question, que ce soit aux anciennes ou aux plus. Enfin, voilà. Aucun souci par rapport à la cohésion d'équipe. Non. Euh, Peut-être on peut revenir sur la première question, qui était donc sur la continuité de service. Donc la personne qui l'a posée parlait vraiment en général, comment les bibliothèques assurent cette continuité avec le télétravail, notamment avec la question d'événements virtuels ou d'ateliers avec les publics. Euh, Alors, nous, très clairement, ça fait partie des missions si c'est attaché à l'agent qui ne sont pas télétravaillables. S'il y a un atelier avec le public, bah là, faut être là, en fait. Mais ça fait partie de la contrainte du télétravail, comme la contrainte des horaires au public. Et même si ça tombe sur un jour, là j'ai le cas, j'ai une formation pour l'équipe sur le jeudi, qui est notre jour de télétravail, et ben j'ai prévenu la personne en ce moment qui est en télétravail pour lui dire, bah, il faudra revenir sur site ce jour-là. Bah voilà, elle revient. C'est voilà, donc non, non, enfin si c'est ça la question, tout ce qui est de l'ordre de contact avec le public, bah, et pour le coup, il ne se fait pas à distance, nous. Mm. Oui, pareil, tout ça, ça passe par la définition finalement des missions qui sont télétravaillables ou qui ne Mm, le sont pas. Et ça peut aussi évoluer en fonction du contexte, bien sûr, mais mm. Et après, les services en ligne, si c'est des mises à jour de sites internet ou des choses comme ça, bah, très clairement, ça fait partie des choses qu'on peut mettre en télétravail sans problème. Là, pour le coup, moi, voilà, vraiment, mais je pense que Cornelia, c'était la même problématique. C'est le contact avec le public. S'il y a besoin d'un contact avec le public, enfin, on n'est pas encore, heureusement, à l'ère des robots où on est derrière un écran et non, quand même. et dans tous les cas, la continuité du service, quel qu'il soit, est prioritaire. Après, Bah le oui. télétravail est une Mm, modalité d'organisation, mais et n'est jamais prioritaire par rapport mm, à la continuité du service. Donc, complètement. s'il y a un collègue qui est absent, bah, le télétravail, il saute, hein. Mm, oui, oui. Une autre question. Vous avez parlé du bénéfice pour les agents, mais au niveau du service, quels sont les bénéfices, à part bien sûr le cas de bénéfices thermiques lors de la fermeture du bâtiment? Est-ce que vous notez un travail de meilleure qualité? Non, enfin, ça n'a pas changé nous, notre positionnement au public, puisque comme on avait vraiment réfléchi l'organisation, même avant cette histoire de télétravail, sur optimiser le nombre d'heures dédiées à passer devant le public, parce que en fait, quand je suis arrivée, il fallait 4 personnes pour ouvrir la médiathèque. On est à 2 maintenant. Donc forcément que ça libère du temps. Et on a une espèce de poste qui s'appelle mobile. Donc ça fait 2 et un troisième là qui est caché dans les bureaux qui, si jamais il y a besoin absolument d'un coup de main, il vient. C'est voilà, c'est affiché tel quel. Mais déjà, quand vous passez de 4 à 2, bah, ça soulage vachement en fait le temps de travail dédié au public. Et on a plus de personnes accueillies. C'est ça qui est paradoxal en plus. Donc c'est peut-être plus intense, mais comme c'est moins, enfin c'est réparti de façon plus réduite sur la semaine, c'est paradoxalement mieux vécu. On n'a pas du tout l'impression de perdre son temps au public, puisque ben, voilà, on est là, c'est 12 heures, des fois c'est plus hein, quand il y a des absents. Mais ça n'a pas changé, non. Donc ça n'a rien changé, puisqu'on avait déjà beaucoup réfléchi l'optimisation de l'accueil public bien avant. Voilà.
Oui, c'est une modalité. Après, je pense que le service, il peut quand même en tirer un bénéfice, par exemple sur l'ambiance, quand on a des open space qui sont surchargés, si certains collègues pendant certaines plages peuvent être chez elles, chez eux, ça libère autant de place et d'ambiance sonore pour les autres. Et puis aussi, c'est quand même un pas vers une conciliation entre la vie perso et la vie pro. Et en cela, je pense que en termes de bien-être au travail, le collectif s'en ressent forcément. Mm. Après, c'est quand même des choses qui sont difficiles à chiffrer. Il nous reste 2 questions et 3 minutes. Ah, une en plus. J'y vais donc. Très rapidement, pour Loudun, la douzaine d'heures avec le public, c'est juste l'accueil posté? Alors, je sais pas ce que vous appelez juste l'accueil posté, je suis désolée. Oui, c'est d'être devant les gens, faire les prêts, les retours, les renseignements, l'inscription, enfin toute demande qui demande à un agent d'être présent. Oui, oui, c'est ça. C'est agent, c'est tout ça. Ok. Autre question. Est-ce que ces missions télétravaillables ou non dont vous parlez ont été définies par chaque direction de médiathèque, à l'échelle du réseau, par la DG, par la tutelle? Alors, chez nous, c'est un travail en partie collectif avec les différents responsables, mais encore une fois, c'est quand même laissé aussi à l'appréciation de celui qui valide la demande sur le coup. C'est si jamais on a des problèmes, quand on reviendra peut-être là-dessus, mais pour l'instant, ça ne s'est pas posé. Donc, finalement, le responsable sait. Si cette mission-là est télétravaillable ou pas, c'est aussi en discussion avec l'agent, hein. Cette même personne témoigne en disant que dans son réseau de médiathèques, il se heurte à un règlement du télétravail qui est mis en place par la collectivité. Pas de télétravail dans les services qui accueillent du public, pas de télétravail pour les managers. Ah oui. Voilà, ça va plus au-delà de l'accueil du public, en fait. C'est carrément pas de télétravail du tout, quoi. Parce il y a qui télétravaille dans ces cas-là s'il n'y a même pas les cadres? Voilà. Donc, nous, dans notre règlement, c'est juste préciser que toutes les missions sont éligibles, excepté celles qui impliquent une présence physique sur le lieu de travail ou en contact avec les administrés ou des missions d'intervention technique, maintenance ou d'exploitation. Pareil, c'est de la présence sur Mm. site obligatoire. Donc, au sein d'une fiche de poste, il y a toujours, enfin pas toujours, parce qu'il y a des métiers qui sont vraiment totalement exceptés, mais chez nous, en tout cas, je pense qu'on est en présence d'un mix en fait de missions qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc après, ça a été quand même laissé à l'appréciation de la direction et des responsables valideurs, savoir si les missions sont éligibles ou pas. Merci. Est-ce que, une dernière question du côté des participants, avant de clore cet échange et ces retours d'expérience? Je me demandais juste, est-ce qu'on sait le nombre de bibliothèques qui sont concernées, enfin, où il y a du télétravail possible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui recense ça? Ou, enfin, genre, vous connaissiez avant, ou vous êtes en lien, vous avez, je sais pas, partagé des choses, des règlements, des façons de faire, ou vous êtes rencontrés là, enfin, pour cette occasion? Est-ce que je peux aller voir autour de moi, enfin autour de mon territoire, est-ce que je peux trouver, je sais pas, quelqu'un chez qui ça existe? Vous avez compris que du coup, vers chez moi, c'est pas évident. Ma tutelle et ma direction ne sont pas spécialement pour. Ils ont une Mm. idée, à mon avis, faussée de ce qui se passe dans les médiathèques, mais bon, c'est un autre débat. Mais du coup, ouais, c'est pas gagné, alors que moi, je pense que ce serait possible. Et du coup, je sais pas si je peux trouver des arguments. Voilà. Bah, je pense qu'en effet, vous pouvez enfin, largement regarder autour de vous si ça se trouve. Moi, j'ai pas de chiffres non plus. On ne se Hein. connaissait pas avant. Ok. C'est l'ENSIB qui nous a réunis avec, vous voyez, deux. En plus, ce qui est intéressant sur le débat, là, c'est que c'est deux situations qui n'ont rien à voir. Vraiment, on est Oui. dans la ruralité et au contraire une grande métropole. Et c'est possible dans les deux cas, en fait. C'était ça aussi l'objectif de ce Oui. matin, enfin de ce midi, c'était vraiment de dire, mais tout est possible si en effet il y a un cadre qui peut être posé, des missions bien définies. Et vous avez raison, je pense que c'est une méconnaissance de nos travail, enfin de nos tâches qui empêche souvent de réfléchir enfin, à nos tutelles, à réfléchir à la question. Oui. Moi, je me suis même pas posé la question. On sortait du Covid, on n'avait pas une assez grande autonomie, nous, par rapport à notre tutelle, il faut pas le dire, Oui. mais... Et ils ont accepté, en fait, qu'on continue. Ça posait aucun problème, vu que le travail était fait, enfin, que le fonctionnement était pérenne.
Voilà. Mais je pense qu'en effet, il y a sûrement d'autres exemples qui existent autour de vous, en fait. Mais il faut bien définir les contraintes de votre service public et puis qu'est-ce que vous pouvez dégager, en fait, comme télétravail derrière. Est-ce que c'est faisable? Parce que aller faire une proposition, si en fait c'est pas faisable, voilà, il faut aussi que vous soyez. Je connais pas votre situation, hein, mais les contraintes du service, des fois, sont très, très, très fortes. Bon, si c'est faisable, au contraire, et qu'il y a un besoin, une envie, un souhait de la part des équipes, bah, marchons aussi avec notre époque, hein. Mm. Ouais, merci. Juste pour compléter, il est aussi, enfin, il y a quelques posts sur le sujet du télétravail sur Agorabib. Alors après, qui relève plus du contexte Covid quand même. Et sinon, reste aussi la possibilité, mais qui n'est pas anonyme, de lancer un appel à retour d'expérience sur LinkedIn. Mm, Ça se fait quand même assez fréquemment. Voilà, je recherche des exemples de bibliothèques sur tel territoire pratiquant le télétravail pour échanger. mm. Et ça fonctionne bien. Ok, merci. Oui, la DBGV aussi, oui, à contacter éventuellement. Donc, il est temps pour nous de clore cet échange. Merci beaucoup, Elisa et Cornelia, pour ce partage d'expérience. Merci aux participants pour votre écoute et vos questions. Oui, la liste de diffusion de la DBGV. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de mise en contact, vous pouvez m'écrire. Voilà, je pourrais procéder aussi à une mise en contact. Et à très bientôt dans un prochain Labo des métiers. Merci. Au revoir. Au revoir.